je t'en prie. Je t'en prie, mec. Fais-moi pas, je t'en prie. Jinx est brisée, schizophrène, borderline, psychopathe. Que lui est-il arrivé après avoir perdu tous les gens qu'elle aime? Et surtout, qu'est-ce qu'il s'est passé dans sa tête? À ce moment-là, Powder, elle a 11 ans. Et à 11 ans, faire un deuil, c'est loin d'être facile. Ce premier traumatisme va énormément marquer Powder. Elle va être effrayée par le monde qui l'entoure et beaucoup se renfermer, notamment en construisant des gadgets, ce qui va lui permettre de penser à autre chose, de se créer son propre univers où elle se sent en sécurité. Comme la plupart des enfants qui vivent ce genre d'événements, elle se sentira coupable de ce qui est arrivé. C'est une enfant qui aura souvent le sentiment d'être responsable des malheurs qui l'entourent. En grandissant, ça ne s'améliore pas. Elle mettra son premier pied dans la criminalité en suivant ses proches. Mais elle n'est pas très douée pour ça. Elle reste assez introvertie, n'a qu'un seul vrai ami de son âge, Echo. Powder se donne du mal pour faire les choses correctement, mais elle se fait souvent rabaisser par Milo. À chaque fois qu'elle vient avec nous, il y a un truc qui foire. Elle jinxe toutes nos missions. Ce qui va heurter sa confiance, renforcer la faible estime d'elle-même et déclencher des émotions assez fortes. Le climat de peur des pacifieurs environnants va profondément la marquer, et plus tard développer en elle une haine de ces personnes. Globalement, c'est pas la joie pour la petite Jinx en devenir, mais malgré tout, elle a une nouvelle famille. Alors, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Bah, tout en fait. Powder est une véritable cocotte minute d'insécurité et de besoin de reconnaissance prête à exploser, ce qui va la pousser à prendre des risques inconsidérés. Encore une fois, elle est mise de côté. Ça va déclencher son syndrome de stress post-traumatique, et va mettre la machine en route. Un stress post-traumatique survient après un traumatisme. Logique. Ici, la mort des parents de Powder. Il se traduit par une souffrance morale et des complications physiques qui altèrent profondément la vie personnelle et sociale. Le trouble va se déclencher à chaque fois que la personne fait face à un événement qui va lui rappeler le trauma en question. Donc dans notre cas, le fait de voir sa famille l'abandonner, de se retrouver seule. Voilà ce que Powder va faire. En pensant aider, bien sûr, mais sans le savoir, guidée par son trouble et ses motivations égoïstes. C'est normal pour un enfant d'être égoïste, d'autant plus que Powder, elle est probablement borderline. Mais elle fait face à un double traumatisme. Un double drame. D'abord la mort de tout ce qu'elle aime, puis la réaction de sa sœur. Et cette réaction, elle va la faire s'amplifier sans le savoir. Je vous explique. La partie du corps qui traite les réponses aux menaces et aux agressions, c'est les amygdales. Chez une personne borderline, ça peut mal fonctionner. Il y a une mauvaise connexion avec la partie du cerveau qui s'occupe des réactions aux situations de danger et d'intimidation. Particulièrement lorsque la personne a trop d'émotions. Donc elle interprète beaucoup trop rapidement ce que sa sœur ressent. Powder commence à s'en vouloir et à comprendre qu'elle va être abandonnée. Elle supplie Vi parce que c'est sa pire peur, son pire cauchemar et son plus grand traumatisme qui se produit sous ses yeux. Elle n'a pas apprécié de ne pas participer à la mission en se sentant abandonnée. Elle est restée bloquée là-dessus et là, la situation se reproduit. La voilà encore plus brisée, avec encore plus de culpabilité et d'insécurité. Adieu Powder, bonjour Jinx. La voilà. La petite fille devenue une terroriste. On découvre la nouvelle Powder élevée par Silco dans la haine du monde et des autres. Et clairement, sa santé mentale ne s'est pas améliorée. Déjà, le fait qu'elle ait été éduquée par un psychopathe, bah ça a pas aidé. Certes, il l'aime et s'est reconnu en elle, mais il l'a aussi beaucoup manipulée et façonnée à son image. Il l'a coupée du monde. Elle est devenue encore plus seule qu'avant et on peut clairement voir des signes que ça ne va pas. Genre les poupées de ses amis morts qu'elle a fabriquées au hasard. Ça montre aussi qu'elle s'accroche toujours au passé. Passé qu'elle a pourtant enfoui. Oui, je sais, c'est contradictoire, mais c'est justement ça qui ne va pas. Elle est dans un profond déni de ce qui s'est passé et qu'elle a enduré seule, mais pourtant elle n'arrive pas à le laisser partir. Son enfant intérieur n'est toujours pas guéri. Sans aucun ami, elle ne sait même pas comment se comporter avec les autres, ce qui lui octroie un grand manque d'empathie et de limites. La première crise qu'elle fait, c'est quand elle combat une fille aux cheveux roses et croit pendant un instant voir sa sœur. Là, clairement, c'est son stress post-traumatique qui ressort. Elle a plein de flashbacks et ça lui fait péter les plombs. Elle bute tout le monde. Mais ça, c'est loin d'être la fin de sa descente aux enfers. Parce que sa sœur, elle va bel et bien finir par la retrouver. Après bien des chemins détournés, elle est là, Vi est devant elle, en chair et en os. Là, le trouble borderline et la psychose se font bien ressentir. Elle est clairement détachée de la réalité. Elle a du mal à savoir ce qu'il est ou ne l'est pas. Tu es bien réel. Elle est aussi très émue, jusque-là normal. Mais quand elle voit Caitlyn, ses insécurités et sa colère envers sa sœur ressortent. Elle perd toute la confiance qu'elle avait en elle. Et la confiance chez une personne borderline, c'est un sujet sensible. Elle se dit que si elle a pu mentir là-dessus, elle pourrait tout le temps recommencer. Ensuite, elle vrille, se met en position de défense.
notamment parce qu'elle a ressenti de fortes émotions quand Vi l'a prise dans ses bras. Elle a tellement peur de s'attacher à nouveau qu'elle s'énerve directement. Mais surtout, elle a des images de personnes qui ne sont pas là. Et ça, Caitlin le remarque. Je suis pas d'humeur, tu entends? On n'a rien dit du tout. Et c'est exactement à partir de cette crise que ça va mal tourner pour Jinx. On y est, le moment où elle touche le fond. De nombreuses hallucinations visuelles et auditives la suivent en boucle. Et ça en partie à cause de Vi, qui lui dit qu'elle ne l'abandonnera plus. Ça fait juste remonter trop de traumatisme. Elle voit Milo, l'entend, surtout quand elle est déclenchée. Par sa jalousie envers Caitlin par exemple. Après ça, elle devient complètement folle. Elle ne doit pas seulement faire face à une personne, mais à toutes les facettes des personnes qui se trouvent à l'intérieur d'elle. La personne qu'elle était, ses amis partis, la personne qu'elle est devenue. Jinx est complètement épuisée mentalement. Ses hallucinations sont incessantes. Et elle en vient même à se faire du mal. Seule, avec uniquement des relations instables et confiance en personne, son seul mode d'expression devient alors la violence. Dans cette partie de la saison 1, on peut voir toutes les caractéristiques du trouble borderline. Sa peur de l'abandon, bien évidemment, son manque de reconnaissance d'elle-même. Elle navigue entre Jinx et Powder jusqu'au dernier épisode. Elle est très impulsive et irréfléchie. Elle a tendance à prendre des risques inconsidérés et à se mettre en danger elle-même. Au fond, elle a un grand sentiment de vide. Elle n'aspire à rien d'autre que la violence. Il lui manque énormément d'affection dans sa vie. Et bien sûr, ses changements d'humeur rapides et sa colère incontrôlable. Le plus flippant, c'est qu'elle continue de voir des choses qui ne sont pas réelles et à se parler toute seule. Du coup, elle est quoi, Jinx, en termes de troubles? On a plus ou moins la réponse à cette question avec ce que j'ai cité ici, mais aussi grâce à la manière dont a été écrit et mis en scène le personnage. Globalement, c'est très bien réalisé, mais c'est vrai qu'on ne nous dit jamais vraiment de quoi elle souffre. Elle pourrait être schizophrène, comme le Joker, comme lui elle ne se rend pas compte de ses actions, comme si le chaos était devenu un jeu. Mais personnellement, c'est pas ma théorie préférée, parce que c'est un peu tout ce qu'on a avec les hallucinations et la psychose pour la démontrer. Une personne qui souffre de psychose peut par exemple être convaincue d'être épiée ou suivie, entendre des voix ou avoir l'impression que d'autres personnes manipulent ses pensées. Elle fait difficilement la différence entre ce qu'elle perçoit et ce qui est réel. Donc je pense qu'elle en a bel et bien, mais en parallèle de son trouble borderline. J'ajouterai aux symptômes dont je vous ai parlé tout à l'heure que les personnes borderline ne supportent pas la solitude. Ils font des efforts désespérés pour éviter l'abandon et génèrent des crises. Ils se mettent en danger pour qu'on vienne à leur secours et qu'on prenne soin d'eux. Voilà la piste la plus probable. De l'extérieur, les gens qui ont des maladies mentales sont souvent perçus comme des fous, des monstres. Mais ces troubles sont aussi difficiles à voir, comprendre et diagnostiquer, ce qui peut avoir un effet dévastateur sur la personne concernée et son entourage. C'est compliqué d'écrire une fiction sur un trouble mental, parce que d'un côté, on veut bien représenter le trouble, le faire comprendre aux spectateurs et montrer ce que la personne ressent. Mais d'un autre, on ne peut pas dépeindre un cliché, et montrer un trouble en image, c'est difficile. La fiction va toucher les personnes qui n'ont pas de trouble et qui vont tout découvrir à partir de ce qui est montré à l'écran, mais aussi les personnes atteintes qui peuvent se reconnaître. Un personnage comme Jinx est donc très difficile à écrire. Pour parvenir au résultat que l'on connaît aujourd'hui, plusieurs moyens ont été utilisés. Par exemple, les dessins blancs et les couleurs sur les souvenirs de son passé, ça montre qu'elle ne l'accepte pas, qu'elle veut le modifier. Ou l'accélération de la caméra qui ralentit ensuite, nous aide à nous projeter dans sa tête et à comprendre l'enfer qu'elle vit. Au final, elle choisit de sauver Vi, mais de rester Jinx. Quand on aime quelqu'un qui n'existe plus, on peut devenir pessimiste et violent. Mais au fond, on a toujours besoin d'amour. Et c'est ça, le point de départ de tout ce chaos.